Homo Micro. Bonsoir à toutes et à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend au mot. Ce soir, pour vous informer, 4 garçons, dans le à vent. commencer par qui ? Celui qui a pris la parole. Donc, il ne se fait plus rare puisque ça fait sa 3e de l'année ce soir. Bonsoir, Éric Garnier. J'ai été privé de vous pendant 2 mois et demi. Oui, Donc c'est long de Je mois et mets les demi. bouchées doubles, Ouais, si on ouais. peut dire. Alors, 2 DVD ce soir pour nous faire plaisir. Oui, alors un des chefs-d'œuvre du XXe siècle, c'est Soudain l'été dernier de Joseph Mankiewicz, d'après un roman de Tennessee Williams. Vous savez, le Tennessee on a tous, je crois, en nous quelque chose de Tennessee, sauf qu'on Oui. on sait toujours pas quoi on a de lui. Peut-être l'homosexualité de Tennessee Williams, mais bon. Et puis Baiser caché, qui vient de Baiser sortir caché, chez oui. Outplay, Oui. qui était diffusé sur France 2 en heure de grande écoute. Et puis voilà, le DVD sort. En face de toi, le monsieur sexe d'Homo Micro. Oui, bonsoir Brahim, Sexy. bonsoir à tous. Sexy Bonsoir aussi. à tous. Oui, le monsieur sexe, si tu veux. Tu peux Alors, me est-ce donner qu'on notre nom, pas de peut problème. demander aux filles dans la régie de bien boucher leurs oreilles parce Pourquoi que faire le thème de ta chronique ce soir, c'est Alors, c'est comment pimenter une fellation avec de la nourriture. Voilà. En mode gourmand et en même temps alors faire les une filles dans la fellation. régie, elle est dégueulasse qu'elles doivent dire. Évidemment, toujours dégueulasse, toujours. Fellation, il en connaît quelque chose, Nicolas Rividi. Bonsoir. Dire surtout qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger. Surtout enfin que bon. tu as fait un trouble, toi. Si je me souviens quoi bien de la semaine dernière, tu as dit que tu as déjà essayé le trouble. Il n'était pas là la semaine Non. dernière. Alors, il y a 15 jours. Les micros Oui. étaient débranchés quand il a dit ça. Ah bon Non, mais je n'ai pas essayé le trouble. Ah, si. Écoute, Tu me fais l'as pas- dit. Tu l'as Non, expérimenté. j'ai même pas dit ça. Ah, alors il faudra réécouter. Nicolas, Ça, oui, podcast. nous réécouterons les rushs. le plus de l'actu, c'est quoi? C'est les fellations pratiquées par nos hommes politiques? Eh bien, non, Non. c'est plutôt des sodomies d'ailleurs. Mais concernant le plus de l'actu ce soir, eh bien, c'est la mode. Hein, l'universalisme se colle une réputation d'oppresseur et on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Ce soir, on parle du combat des universalismes. Ah, quel combat. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre Eric ce soir. Bonsoir. Alors ta chronique ce soir, Eric Brulin. On a tous vécu au moins cette situation une fois dans notre vie. Oui, alors ça va être un vivant gaiement moyennement gaiement, puisqu'on va parler de rupture. Eh bien, oui, Ouais. ça fait partie des relations. Ouais. Et il faut savoir Est-ce que ça les fait partie gérer. du trouble? Ça peut faire. Ouais, ça arrive parfois plus vite qu'on ne le pense en trouble. hein. Une relation entraîne forcément une rupture. Au bout d'un moment, même parfois très 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 long, Oui. il se peut que oui, même Ouais. si Oui, on les gens meurt meurent au bout de la quelque relation, c'est une forme de rupture. Oui. J'espère qu'on n'aura jamais de rupture avec la femme de notre vie. Bonsoir Isabelle. Comment ça va Isabelle? Bonsoir Brahim, ça va bien, ça va toujours bien que je suis avec vous. Ah, c'est vrai. Alors, c'est vraiment le marathon ce soir avec toi. On a vu plein de filles avant nous. Quel était le thème pour celles et ceux qui n'ont pas écouté l'émission d'avant? Alors donc l'émission d'avant qui est Gouinement lundi, Oui. et qui était consacrée ce soir à la PMA. Oui. Donc le podcast sera en ligne aussi bientôt sur le site d'Homo Micro et je vous conseille vivement de l'écouter, c'était très intéressant. Et d'actualité, bien sûr. Côté musique, qu'est-ce que tu nous as programmé? Alors ce soir, on va retourner au basique. Oui. J'avais envie de... On va ressortir les guitares sèches et les guitares électriques et Ouais. voilà, on verra ça plus tard. Tu n'es pas seul en régie. Est-ce qu'on peut faire parler la fille qui est derrière toi? Elle ne souhaite pas? Si, on peut la faire parler, parce qu'en mais plus, oui, mais elle va pas vraiment t'entendre, donc je vais lui passer mon casque. Oui, directement. Ouais. voilà. Un petit coucou qu'elle nous dise elle a participé aussi à l'émission d'avant. Bonsoir. Bonsoir. Redis-nous ton prénom. pour Alors, ceux- je m'appelle Lauriane. Lauriane, oui. Alors, ça fait la 2e fois que tu viens à mon micro. Tu as participé à l'émission d'avant? Alors, j'ai pas participé. Ouais. J'ai pas participé à Gouinement lundi. Moi, je viens vraiment pour Homo Micro pour Ouais. apporter une caution féminine, on va dire. J'espère, et j'espère qu'on va vraiment te séduire parce qu'on a besoin de filles et on aimerait que eh bien, tout simplement Isabelle soit accompagnée de plein d'autres filles de façon à ce qu'on ait vraiment une émission mixte. Exactement. Donc tu nous dis si jamais... J'ai préparé des foins un peu partout, donc si jamais on dérape, tout ça, n'hésite pas. Exactement. Tu vas avoir mal à la fin de l'émission, Brahim. hein. Merci de rester avec nous. Homo Micro,
l'émission qui se prend au mot. Alors Eric, ce soir, un thème qui parlera à la plupart d'entre nous, il s'agit de la rupture. Et oui, la rupture. Vous pensiez avoir rencontré l'homme ou la femme de votre vie, tout se passait admirablement bien. Vous aviez franchi toutes les étapes difficiles, comme la rencontre avec les beaux-parents, l'emménagement chez lui ou chez elle. Vous aviez déjà adopté un Jack Russell, ou deux chats à l'SPA si vous êtes lesbienne, et programmé vos vacances à Sitges, à Mykonos, à Berlin, à San Francisco, pour les 5 années qui viennent. Et tout d'un coup, patatras, c'est la déconvenue. Pour des raisons graves ou futiles, ça arrive aussi, de votre fait ou du sien, tout cela s'effondre. Alors, il y a 3 grands types de ruptures qu'on va voir ensemble ce soir. Elles ont évidemment des impacts différents et elles vont générer à chaque fois des situations spécifiques. La première et la plus simple, certainement, c'est celle que j'appellerais la rupture conventionnelle. Ouais, c'est à la mode, dans ce genre de mots. Celle que l'on fait donc d'un commun accord. Ensuite, la deuxième plutôt, elle peut paraître simple aussi, mais c'est peut-être qu'au premier abord, c'est celle qui concerne les cas où vous décidez de partir. Et enfin, la dernière, les cas où vous vous faites plaquer comme une pauvresse. On commence par celle où je suis un peu concerné. À chaque fois que je rencontre le premier garçon, on commence par la rupture d'un commun accord. Alors, si elle intervient au bout de 14 minutes, peut-être 20, 30, je ne sais pas, Brahim, mais bon, bref, on va l'évoquer rapidement, cette rupture d'un commun accord. Il s'agit des cas dans lesquels, effectivement, l'un et l'autre, vous constatez que votre couple ne fonctionne plus. Vous avez un niveau de communication qui est quand même suffisant pour pouvoir en discuter ensemble, comprendre ensemble qu'il vaut mieux arrêter les frais. Alors, vous aurez peut-être des choses quand même compliquées à gérer si vous êtes ensemble depuis plus d'un quart d'heure, comme par exemple partager les choses que vous aviez achetées en commun, gérer la garde de votre fidèle animal de compagnie, voir ce que j'ai dit plus tôt. Mais comme vous ne saurez pas envoyer la moitié de votre collection Villeroy et Boch à la tête, eh bien, il y a de fortes chances que vous trouviez des terrains d'entente. Et donc, ça devrait plutôt bien se passer, y compris l'annonce à vos amis et à votre famille, qui ne devraient pas trop flipper, puisqu'ils savent qu'ils n'auront pas vraiment besoin de faire intervenir le GIGN quand vous serez tous les deux ensemble, et vous allez plutôt bien vous entendre. Dans les autres cas, c'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Alors, même si dans le premier cas, celui de la rupture que vous avez vous-même décidé, ça peut paraître peut-être plus simple, eh bien, pas forcément, parce que partir est un art, partir n'est pas facile. D'abord, il faut être sûr de son choix, sûr de son fait, pour ne pas avoir de remords ensuite. Et puis, il faut savoir rompre correctement. Alors, on ne va pas faire un tour de table sur les ruptures délicates et disgracieuses, mais une rupture, ça doit se faire correctement. Si votre conjoint ne s'y attend pas, ça peut être d'autant plus difficile. Les choses peuvent même tourner au drame et s'avérer difficile. Donc, je vous recommande de préparer le terrain un minimum, et puis surtout, d'être franc et d'être clair. Si votre conjoint est toujours amoureux de vous, dites-vous qu'il va analyser chaque signe, chaque mot, pour y trouver un espoir de vous faire revenir. Donc il ne faut pas rester, surtout pas dans l'ambiguïté, il faut accepter sa colère potentielle, sa tristesse, mais lui expliquer fermement que vous ne voyez pas d'avenir à votre couple. Ne cherchez pas à rejeter la faute sur lui, ne cherchez pas non plus à prendre tous les torts, ça ne sert à rien de rentrer dans ces débats, il suffit de dire la vérité, même si elle est difficile, et puis il faut préciser donc que vous ne trouvez plus votre compte dans cette relation. Il faut échanger, alors mon conseil, c'est vraiment d'échanger le plus possible, à l'oral, en face à face, d'éviter l'écrit qui laisse beaucoup trop de place à l'ambiguïté. Il est possible que votre conjoint passe par un certain nombre de phases, dont la durée sera variable. Alors la première, c'est souvent la tristesse, qui s'accompagne d'un « mais je t'aime toujours, ne me quitte pas », etc. La deuxième phase, c'est souvent la colère, qui, elle, s'accompagne d'un « mais quel salaud, comment tu peux me faire ça, t'es horrible », etc. Et puis, progressivement, on ira probablement vers de l'indifférence un peu relative, qui est un signe d'apaisement. Donc, le constat, c'est qu'il faut être patient, il ne faut pas flancher, il faut fixer aussi des limites, si vous pensez que votre conjoint ou votre futur ex dépasse les bornes. Donc, dites-lui, je vois que tu es en colère contre moi, mais je te demande de ne pas embarquer nos amis communs dans cette histoire. Ou encore, je ne veux plus recevoir ce type de message de ta part. Il faut parfois être un peu dur, il ne faut pas laisser planer de flou, sinon ça va entretenir sa douleur également. Est-ce qu'il y a des moments plus appropriés pour rompre, Eric ? Il n'y a pas forcément de moment idéal, mais il y a des moments à éviter, c'est clair. Donc, il faut mieux choisir un moment où votre conjoint n'est pas dans une situation personnelle difficile ou dans une situation professionnelle difficile ou des moments de tension familiale ou évidemment des problèmes de santé. Quand vous allez rompre avec quelqu'un, il est aussi possible de solliciter quelques tiers
qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir aider votre conjoint. Même si vous savez qu'ils vont être en désaccord avec ce que vous pensez, avec votre approche, eh bien, expliquez-leur que votre conjoint va avoir besoin d'eux et que, quoi qu'ils en pensent, eh bien, c'est bien qu'ils soient présents et à ses côtés. On en arrive maintenant au cas qui fait le plus mal, celui de la rupture subie. Alors, en effet, c'est certainement le cas le plus difficile pour vous, parce que vous allez vous retrouver au cœur d'une tornade de sentiments très contraires. Alors, si vous êtes toujours amoureux, allez, c'est le romantique en moi qui va parler, moi je vous conseille de ne pas abandonner tout de suite, de vérifier que votre conjoint est vraiment résolu à partir, qu'il ne s'agit pas d'un problème que vous pouvez résoudre ensemble, mais qu'il y a vraiment une incompatibilité durable. Alors, ne tombez pas dans l'analyse systématique de chaque mot, chaque geste, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, mais voilà, battez-vous tout de même. Essayez de comprendre pourquoi il veut partir et de comprendre si vous avez encore une chance ensemble de résoudre les problèmes que vous rencontrez. Alors, à partir du moment où vous avez tenté votre chance et que vous avez vraiment le sentiment qu'il est résolu à partir, alors là, il faut vraiment commencer un travail de deuil. Et comme je l'ai dit précédemment, vous allez, vous aussi, passer par certaines phases, tristesse, colère, peur peut-être de ne pas retrouver de partenaire, et puis une forme d'indifférence un peu apaisée. Donc ces différentes phases, vous allez les traverser. C'est important de l'identifier, de le savoir en fait. Si vous savez que vous passez par ces étapes-là, déjà, vous allez moins mal les vivre, et ce sera une manière pour vous d'avancer aussi. Alors, pendant la phase de tristesse, c'est normal de pleurer. On laisse couler ses larmes. Il faut laisser sortir les sentiments, sortir les émotions. Confiez-vous à des proches. N'hésitez pas à leur demander, à faire en sorte qu'ils vous aident à reprendre goût à la vie. Et n'oubliez pas que lors d'une rupture, c'est souvent l'esprit qui souffre. Et pour soigner l'esprit, le mieux, c'est de chouchouter le corps. Donc, bougez, faites des bons repas, faites des massages, faites des marches, faites plaisir à votre corps autant que possible pour soulager un peu votre esprit. Ne vous jetez pas forcément dans les premiers bras venus, mais n'hésitez pas non plus à rencontrer des garçons si le cœur vous en dit. Et puis si vraiment rien n'y fait et que c'est très très dur, eh bien allez voir un médecin. Il ne faut pas hésiter à aller voir des spécialistes quand vraiment vous n'arrivez plus du tout à surmonter une situation compliquée. Ou on peut proposer aux gens d'aller au dépôt. Non. Pourquoi pas? Pour réchauffer un peu le corps. Parce que c'est remboursé par la sécurité sociale. Oui, certainement. Alors, et quand la tristesse est passée, que la colère arrive... Là aussi, il faut en être conscient. Il faut être conscient qu'on est en colère, que cette colère est probablement légitime, que c'est une étape normale dans le processus de détachement. Et il faut aussi l'exprimer, il faut la faire sortir en s'assurant que cette colère ne vous entraîne pas vers des actes de violence, ni contre vous-même, ni contre votre ex, évidemment. Parce que là, pour le coup, ce ne serait plus une colère constructive, mais ce serait vraiment destructeur. Et puis, quand cette colère arrive, pour qu'elle ne dure pas trop longtemps, il faut trouver le moyen de la faire sortir. Il faut faire sortir ce trop-plein d'énergie. Et donc là encore, il faut épuiser le corps. Alors, je vous ai donné quelques idées tout à l'heure. Je vous donne maintenant 2 autres techniques qui vont peut-être, pour certaines, vous faire sourire, mais qui fonctionnent. Je vous les recommande. La première, c'est le cri. Comment se débarrasser de sa colère? Allez dans un endroit bien paumé, isolez-vous des autres, et puis criez, gueulez littéralement votre colère aux 4 vents. Vous allez voir, en vous époumonant, ça fait du bien, ça fait sortir. La deuxième méthode, alors elle va pas vous sembler classe, elle va sûrement vous surprendre, c'est la chasse d'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout con. Vous prenez des petits morceaux de papier et vous écrivez le nom de votre ex, les mots qui concernent les choses qui vous embêtent, qui vous font mal. Vous découpez ça en petits morceaux, vous le mettez délicieusement au-dessus des toilettes et vous tirez la chasse. Ça va vous paraître stupide, mais je vous conseille d'essayer quand vous avez un problème. Vous allez voir, c'est très libérateur. C'est l'homme d'expérience qui parle. En fait... et du coup, 6 mois après, en fait, quand les canalisations sont bouchées, on récupère les papiers. Exactement. S'il y a du reflux chez vous, faites gaffe. Si vous êtes en colère, il faut aussi limiter les risques d'augmenter cette colère. Donc, je vous recommande aussi de limiter à ce moment-là les contacts avec votre ex. Bloquez-le sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, par mail. Évitez les contacts. Dites à vos amis que vous avez besoin de prendre un peu de recul avec lui ou avec elle. Et ça vous permettra de temporiser, de gagner un peu de temps par rapport à cette colère. Monsieur le psychanalyste, combien de temps il faut pour surmonter une rupture? C'est variable et il n'y a pas de règle. Ça dépend de vous, ça dépend de comment ça se passe. Acceptez que ça prenne du temps, en fait. C'est la base déjà. Acceptez que vous allez avoir des sentiments qui vont succéder, que ça va prendre du temps. Et puis, quand ça va un peu mieux,
eh bien, ne vivez pas votre célibat temporaire comme une catastrophe. C'est bien aussi d'être célibataire. Il y a des avantages à être célibataire. Le couple, c'est pas une fin en soi. C'est très bien d'être en couple, mais c'est très bien aussi d'être célibataire. Donc, faites des choses. Et si vous avez du mal à rencontrer à nouveau un grand amour, eh bien, c'est probablement que vous êtes encore un peu épris du précédent. Prenez votre temps, ça va revenir. En conclusion, Eric ? Patience, soyez patient et donc soyez aussi conscient de ce que vous éprouvez, conscient des phases que vous traversez. Et comme toujours, je vous le redis, respectez-vous et faites-vous respecter, même dans le cadre d'une rupture. Ça concerne les femmes et les hommes, je veux dire, il n'y a pas de... Hein, Oh, je pense, oui. On se déchire de la même manière, on s'aime de la même Isabelle, manière. tu as des conseils à donner et à compléter par rapport à ce que tu viens d'entendre ? Respectez-vous. Ce qu'il a dit, la conclusion, il est très bien. Ouais. Elle a C'est pas endormi écouté le avant. Mais non, c'est pas vrai. Je suis Mais- toujours hyper attentive. C'est moi, je me suis Ouais. endormi par contre. Pendant... Ah, non, mais en t'écoutant, Eric, je me dis, mais il faut jamais aimer, comme ça on est tranquille, parce que c'est... Non ? Ça serait dommage quand même, non ? Entre Non, la parce que souffrance et la- rien, moi je la- préfère la souffrance. La dernière fois, il nous parlait Ah oui des troubles, c'était quand même... bon, voilà, il y a quand Oui. même des aspects positifs dans Oui. tout ça, finalement. Vraiment, ce sont des expériences que tu vis, parce que ce sont toujours à chaque fois de très très bonnes chroniques, mais est-ce que tu t'inspires un peu d'un vécu qui te concerne ? Alors, merci déjà. Et en fait, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas vraiment vécu Tu parles de ce que beaucoup tu de connais pas, ruptures. quoi. Eh ouais. mais- À tour de table, alors, est-ce que vous vous êtes retrouvés dans cette chronique ? Gwenaël, Oui, bien sûr, pas de Ouais. problème. Ouais. En fait, si Eric n'a pas vécu de rupture, moi j'en ai vécu quelques-unes. Donc évidemment, je me suis fait larguer. J'ai aussi largué des garçons, ça m'est aussi arrivé. Donc évidemment, j'ai eu ces différentes phases. Et en fait, je t'avoue que je me suis retrouvé dans les différents aspects de la phase. Savoir, tu passes de la colère, la tristesse, l'indifférence. Et j'avoue que je m'étais même documenté sur la question pour comprendre comment ça marchait. Parce que, c'est dur à vivre, quoi, Ouais. on est d'accord. Il y a cette expérience où, oui, tu te retrouves évidemment, ou même tu te marres, du style, tu te fais larguer le jour de la Saint-Valentin, par exemple. Une excellente période pour se faire larguer, ou le jour de ton anniversaire, ou le lendemain de Noël. Il y a des périodes même qui sont plus propices que d'autres pour être largué. Typiquement, l'automne, début Ouais. de l'hiver, là, c'est le moment vraiment phare où tout le monde Ouais. se fait larguer, où les couples un petit peu faibles, etc. Ça part dans tous les sens. C'est très classique, ça. moi, souvent, ça m'est arrivé. Avec le temps, je me dis, mais finalement, c'est bien que ce soit passé comme ça. Le fait d'avoir revu la personne avec qui j'ai vécu et le temps passé, je me suis dit, mais finalement... Tu veux dire qu'elle est devenue moche? C'est pas plus mal de s'être séparés, c'est ça? Exactement, oui. Et Ah ouais moche. Non, pas forcément. C'est là où il y a le temps, on a un peu grandi, on a aussi un peu Exactement, avancé, évolué, bien sûr. Ouais. Le travail du temps fait beaucoup de choses. Après, Ouais. il faut pas que ce temps soit trop long Ouais. parce que c'est aussi ça peut correspondre à une parenthèse que vous faites dans votre vie. Donc Ouais. c'est bien de faire des Ouais. parenthèses, mais il faut pas qu'elles durent des Non, dizaines et des dizaines de pages. En fait, ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est que la vision idéale du couple, c'est le couple finalement judéo-chrétien jusqu'à la mort, etc., et qui imprègne encore beaucoup la société. Sauf qu'à l'époque où ça a été mis en place et que ça a été érigé en normes sociales, les gens, ils avaient une espérance de vie de 25 piges. Donc la réalité d'aujourd'hui, c'est que sur une vie qui fait aujourd'hui, enfin une vie amoureuse, qui fait peut-être 60, 70 ans, 80 années pour certaines personnes, c'est effectivement assez inimaginable finalement de ne connaître qu'une personne, de n'avoir qu'une personne. Donc la rupture et le fait qu'aujourd'hui elle pose un certain nombre de problèmes, c'est aussi lié à ce changement-là, qui est que le couple se conçoit plus de la même façon aujourd'hui, et la durée du couple ne se conçoit plus de la même façon aujourd'hui qu'il y a 200, 300 ou 400 ans, quoi. Éric Garnier, un commentaire? Rien à dire. Rien à dire? Vraiment? Oui, oui. C'est un homme secret, Éric, mais il a tellement de choses à dire. Merci. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Retour à Homo Micro, filmé aussi par notre ami Daniel Lebras pour notre chaîne YouTube. Et tout de suite, on passe à un moment très très sexe avec un homme très sexe. Un moment qui technique, s'appelle effectivement. Gwenaël, l'Empire du Mal, qui va nous parler et il va nous expliquer comment pimenter une fellation avec de la nourriture. On démarre avec du couscous? Oh, on démarre avec du couscous si tu veux, effectivement, il n'y a pas de problème. Tu veux des boulettes, des piments, des raisins, tout De ce la que tu veux. harissa, voilà, avec de la la harissa. harissa, ça risque La harissa, ça va d'être être parfait, vraiment. Les bonnes idées de Brahim. Bien fait de venir. Ça sent le vécu, tout ça, Brahim. Alors, en tout cas, voici toutes nos idées pour que la fellation soit gourmande et donne plus de plaisir aux deux partenaires. En plus, ça tombe bien, il est bientôt 21h, donc on a fini de dîner, donc tout va très bien. Voilà. Il y a les restes. Il y a les restes, effectivement, on en est au dessert, et ça tombe bien, on va beaucoup parler de sucre ce soir. Mais Parce pardon, avant que tu continues, Oui. j'aimerais bien donc aux deux filles qui sont en régie Oui. qu'elles nous interpellent et qu'elles préparent quand même des questions.
Qu'elle nous dise, mais vous y prenez comment, tout ça, vraiment, qu'elle n'hésite pas. Elles s'en foutent, c'est à elle qu'il parce que faudrait non, poser la question. c'est Non, on veut les faire participer, sincèrement. Participons sur la fellation, pas de problème. C'est une très très bonne idée. Je pense que c'est vraiment le sujet sur lequel on doit participer. Voilà. Merci Brahim. Mais on a envie de les faire participer. Tu peux pas continuer. là-dessus, Brahim, pas là-dessus. Enfin, c'est ça. Franchement, non, vraiment pas. Bon, bref, en tout cas, les filles mis à part, voilà un petit peu comment vous pouvez faire. Parce que déjà, quand vous mangez, vous aspirez un liquide, ou vous déchez de la pâte à tartiner, généralement, vous sucez plus fort que lorsque vous faites une fellation classique. Parce qu'il y a tout l'aspect gourmandise. Vous êtes plus motivé par le plaisir de ce que vous mangez, la dégustation. Il y a le sucre qui est là ou le sel. Et du coup, ça va vous pousser à sucer ou aspirer un peu plus fort que d'habitude. Ce qui va donner déjà beaucoup plus de plaisir à votre partenaire. En outre, c'est aussi une bonne méthode pour se faire une fellation par son mec ou sa copine, si l'idée ne l'enchante guère. S'il y a peut-être de la nourriture, quelque chose de sympa à manger, pourquoi pas après tout ? Après tout, qui n'est pas gourmand autour de cette table, hein ? Bon, ça, c'est une question qu'on peut poser. On peut mettre du tarama sur la bite. On peut mettre du tarama si t'en as envie. Après, je suis pas vraiment sûr de rester sur les muqueuses, mais pourquoi pas ? On va pas mettre tout et n'importe quoi, mais on va essayer différentes petites choses. On va commencer par une fellation gourmande, et justement à température ambiante. Avec de la nourriture. De Cyril Lignac, la fellation gourmande. Si tu veux, oui, pourquoi pas, effectivement. Mercotte n'est pas loin, tout ça. Merquette. Paul Bocu. Merquette n'est pas loin, voilà. Avec de la nourriture, donc, et des produits sucrés à température ambiante. C'est un hommage, Eric. C'est bien plus facile, en fait, de faire une gorge profonde, par exemple. Parce qu'il y a des accords qui sont très classiques. 2 points, toutefois, à ne pas négliger, avant de commencer. Il ne faut pas en mettre trop, quitte à en rajouter ensuite, parce que le sucre, ça colle, et ça écœure vite. Et il faut bien se laver ensuite. Et autre point justement par rapport au fait de se laver ensuite, peut-être penser à passer un petit coup de tondeuse dans la toison pubienne. La poison pubienne. Qu'est-ce que je raconte ? Dans les poils, quoi qu'il arrive, histoire que ce soit pas trop dur, parce que le sucre, ça colle. Parfois, il reste des petits bouts de nourriture, c'est pas super. Donc, comme ça, on pourra se laver plus facilement. Oui, c'est des détails techniques, mais ça a son importance. Et j'en connais qui s'en sont mordus les doigts. Oui, voilà, vraiment. Donc, la pâte à tartiner pour commencer. C'est très gourmand, mais c'est parfois collant. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de la faire tiédir un petit peu. Vous voyez un petit peu les stands dans les fêtes foraines, généralement les centres de crêpes, quand on vend des crêpes, la pâte à tartiner elle est toujours mis quelque part un peu au bain-marie pour que ce soit tiède, facile à étaler. Et bien là, c'est pareil. Donc, ça vous permet de déguster le sexe de votre partenaire comme une délicieuse sucette ou une gaufre, c'est vous qui voyez. Voilà. Ensuite, du miel. Ça, c'est intéressant parce que c'est naturel, ça peut même être bio et surtout, ça contient des fructoses. Pour la gorge, en plus. Voilà, c'est excellent pour l'énergie et pour la résistance, pour après, effectivement, quand vous faites des câlins. Donc, c'est plutôt pas mal. La crème chantilly. Ça, c'est un très grand classique. Voilà, oui, hein, Eric, un très grand classique. Alors, c'est agréable, mais le problème, c'est que la texture devient vite liquide. C'est-à-dire que ça se réchauffe, donc du coup, ça perd sa consistance. En plus, on lèche, la de la salive, donc du coup, ça a tendance à se liquéfier rapidement. Donc, il faut le consommer vite. En gros, on en met un petit peu et on en remet au fur et à mesure. Pas tout mettre d'un seul coup, sinon, c'est la cata. Autre solution également, le bonbon à la menthe. Là, par contre, c'est pratique, ça s'emmène partout, vous l'avez dans votre poche, etc. Et du coup, la menthe fraîche produit un effet retardant sur la peau. Et c'est intéressant, on va dire. Sirop d'érable, ça c'est pour nos amis québécois qui nous écoutent. Ouais. Hein, c'est sympa, donc pour les becs sucrés, donc c'est très agréable la petite dose. Et enfin, dernière solution, il y a des produits qui sont faits spécialement pour ça. Moi, je sais que j'ai fait rentrer ça la semaine dernière. C'est ce qu'on appelle une crème, alors attention, ça troche, une crème orale parfumée pour gorge profonde et fellation. Voilà. Tout un programme. Donc, ça a une texture qui est assez onctueuse. C'est un parfum qui est aussi agréable. Donc, vous avez caramel au beurre salé, barbe à papa, fraise, pomme verte. Ouais, c'est assez impressionnant. Quoi, ils font ça ? Oui, ils font ça, pas de problème. Non, c'est du liquide pour une cigarette, ça, tu t'es... Eh ben écoute, non. C'est peut-être le même parfum, mais non, c'est pas la même chose. En tout cas, le but, c'est de vous pousser à sucer plus. Et le produit, bien sûr, est créé exclusivement pour cela. Donc, après ces petites choses à température ambiante, on va augmenter un peu la température. On va passer à la fellation chaude. Oui, parce qu'on peut le faire aussi. La nourriture, c'est sympa, mais on peut aussi faire également une pipe chaude et réaliser ainsi la meilleure fellation du monde. Alors, première chose à faire, déjà, attention à la température de l'eau. Il faut d'abord la tester avec votre doigt, votre petit doigt, puis l'aspirer doucement dans votre bouche. Mieux vaut tiède que trop chaud, parce que les muqueuses sont fragiles. Je pense que ça vous est déjà arrivé à tous ici de vous brûler avec votre café, votre thé, votre boisson chocolatée le matin, et derrière après vous avez la gorge qui fait un petit mal pendant plusieurs jours. Là c'est pareil, la muqueuse elle est encore plus sensible que celle de la gorge. Donc vérifiez bien la température, si ça brûle pas au niveau de la gorge déjà, on est bien parti. Mais essayez plutôt d'avoir quelque chose de tiède, vraiment tiède. Et puis si après vous avez besoin de plus chaud, vous verrez plus tard. Donc que boire, qu'essayer. Vous pouvez parfaitement faire une fellation avec du thé. Donc c'est très agréable, d'autant plus que vous pouvez prendre le parfum de votre choix. Donc Eric, une petite verveine, pas de problème, ça marche, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi essayer le thé au lait ou même le bubble tea si vous avez envie d'un petit peu d'exotisme.
Du café, pour ceux qui sont complètement accros à ça le matin et qui ne décollent que après la première tasse de café. Hein, je vois Eric qui se marre, Brahim peut-être, ou Nicolas, je ne sais pas. Je ne prends jamais de café. Jamais de café, écoute moi non plus, mais c'est vrai que j'en connais beaucoup qui ont besoin de ça. C'est intéressant parce que ça stimule justement et derrière, ça va vous rendre un petit peu plus nerveux pour faire l'amour avec la personne, ça peut être intéressant. C'est donc excitant et un piquant. C'est fort de café, quoi qu'il arrive. Et donc ça va vous donner de l'énergie et des idées parfois pour quand vous ferez l'amour. Du chocolat chaud, pour les fans, effectivement, de chocolat, pour une pipe gourmande et forte en cacao, cette fois-ci. Alors, le chocolat, c'est sympa parce que c'est aussi un aphrodisiaque pour certaines personnes. Vous pouvez y ajouter du lait pour le rendre un petit peu plus liquide et le lécher plus facilement parce que ça colle quand même pas mal, le chocolat. Alors, attention, le chocolat, c'est sympa, mais la couleur, une fois léchée, elle est un petit peu marronasse. Ça peut faire retomber l'excitation. Donc, pensez-y également, quoi. Ah oui, c'est pas super, mais il faut y penser avant. C'est-à-dire que parfois, on se dit « Ah ouais, oui. » Dommage. Donc, on y pense bien à ça. Enfin, avec de l'eau chaude, tout simplement. Ça marche aussi très bien. Et ça aide effectivement à ce que l'érection soit meilleure. Je vous ai gardé meilleur pour la fin, c'est la fellation froide. Là, on va jouer sur le contraste chaud-froid. Et ça, c'est vraiment excellent, parce que vous avez la chaleur de la langue et de la bouche d'un côté, et le froid de ce que vous allez manger, du glaçon, voilà, ce genre de choses de l'autre. Ça, j'aime, ouais. Du coup, le chaud-froid, ça marche vachement bien. Il y a un film qui est sorti, je crois, dans les 80-90, où on voyait Madonna faire ça, effectivement. Il y a une scène de fellation où elle fait une fellation avec du champagne frappé sur l'acteur, effectivement, qui joue avec elle. C'est... Faudrait que je retrouve effectivement du film. Désolé, ça. Comment ? Who's that girl ? D'accord. En tout cas, effectivement, qui est magnifique, quoi. Donc, froid, effectivement. Donc, l'idée, c'est de ce chaud-froid est très excitant et ça peut provoquer plus facilement un orgasme. Donc, avec du champagne, justement, pour faire comme Madonna. C'est un effet très agréable, avec des petites bulles sur le sexe de l'actif, un effet alcoolisé sur le passif. Ça va donc vous aider également à vous détendre, à condition de boire avec modération, évidemment. Et en outre, le champagne ne tâche pas. Ça, c'est pas mal aussi, ce que vous mettez sur les draps. Alors, ça marche également avec du cidre, bien sûr, du jus de pomme, du champomis, du jus de pomme pétillant, du jus de raisin pétillant, enfin voilà. Vraiment, du crément. Du crément, ça marche également. En fait, mais ça pas dépend de l'excrément, hein. Non, oh. on est d'accord. Mais en fait, tout à l'heure, t'as dit tout dépend de ce que vous avez effectivement dans votre frigo à ce moment-là. Il faut toujours improviser un petit peu, mais ça marche très bien et le résultat est extrêmement intéressant, en tout cas extrêmement jouissif. Vous pouvez également regarder dans le congélateur, rayon glace, prendre des glaçons ou une glace du parfum de votre choix. C'est pas mal aussi. Crème fraîche avec des fruits rafraîchis au frigo. Ça, c'est sympa également parce que ça fait frissonner. Vous pouvez placer les fruits et la crème fraîche sur les zones que vous avez envie d'exciter. Pas forcément que le sexe, justement, mais c'est pas mal. Et le fait que vous mangez en même temps, ça peut amener quelques sensations supplémentaires. Crème dessert, alors au chocolat, à la vanille, au café, selon ce que vous aimez. Voilà. C'est toutes ces petites choses-là que vous pouvez essayer et ça marche vraiment très très bien. Je les ai essayées pour certaines, ça marche vraiment super bien. Surtout, ce que je vous conseille, c'est les glaçons. Basique. Les glaçons. Les glaçons. Basique mais impeccable, vraiment. Tu prends ton bac à glaçons, t'en casses, t'en mets dans une petite tasse, tu ramènes ça au lit avec ton partenaire. Mais tu les mets où alors, les glaçons ? Dans ta bouche. Tu les mets dans ta bouche. Tu les disposais sur le Alors, tu corps, peux aussi, par exemple, pourquoi pas, c'est peut-être plus érotique, disposer sur le corps et les gober au fur et à mesure, par exemple, les laisser aller, puis venir le long du sexe. C'est pas mal également. Mais c'est à toi d'inventer simplement le contexte érotique qui va avec. Moi, tout ce que je donne, c'est des pistes. Et après, c'est à vous de vous adapter par votre partenaire et par rapport à vos fantasmes. En tout cas, moi, ce que je ne saurais trop vous conseiller par rapport à toute cette nourriture, c'est d'utiliser un drap de protection étanche en vinyle ou un vieux drap. Oui, parce que pour éviter de tacher les draps. Parce qu'après, c'est le drama. Quand tu arrives là, tu fais, les draps sont dégueux. Oui, on met la machine, puis il reste des taches et tout, c'est pas super. Ou une alaise. C'est pratique. Une alaise. Oui, vraiment. Parce que, est-ce que tu vends de la lessive, du coup, sur ton site ? Il y en a aussi, aromatisée aux phéromones, oui, exact. J'en ai vraiment. C'est vrai. C'est génial. En tout cas, moi, ce que je conseille, donc, c'est le drap de protection étanche en vinyle ou bien un vieux drap avec une alaise en dessous, histoire d'éviter les bêtises. C'est pratique à l'usage et le vinyle, ça se rince à l'eau claire en 1 minute dans la douche ou la baignoire. Donc, l'autre conseil que je donnais tout à l'heure, je vous le répète, c'est la petite tombe d'été pour éviter que les aliments ne collent trop au poil. Et enfin, à la question que certaines personnes se posent, faut-il avaler le sperme de votre partenaire ? Parce qu'en général, ça stimule quand même pas mal. Non. Pimenter la fellation de la nourriture, c'est bien. C'est vrai qu'effectivement, on peut avaler le sperme par erreur parce qu'on ne sent pas forcément le goût. Mais bon, votre partenaire va quand même vous prévenir avant d'éjaculer, il ne faut pas exagérer non plus. Mais non, il ne faut mieux pas avaler. S'il s'agit de votre mec, vous êtes en relation stable comme Eric depuis des années et des années et des années, bon, il n'y a pas de problème. Mais sinon, non, vraiment, c'est déconseillé. Voilà. Merci. Tu nous rappelles l'adresse de ton site internet Alors, c'est sexshopgay.com. On peut donc y trouver de la lessive,
comme l'a dit simplement Nicolas, des draps en vinyle, pas de problème, ou bien de quoi vous faire un peu plus plaisir, faire des gorges profondes par exemple. Alors les garçons autour de cette table, est-ce que vous êtes inspirés par ce que vous venez d'entendre? Eric, il est toujours impressionné, Eric. Oui, parce que moi je suis de la vieille école, et donc on n'avait pas à manger pendant la guerre. Hein, faut le la guerre d'Algérie. On n'avait pas mangé pendant la guerre. Non, mais moi je pensais qu'on recouvrait le corps du mec Non, mais alors, moi aussi. Et que c'était pas uniquement dans ta bouche à toi, mais que c'est avec ta bouche tu allais grappiller de la nourriture sur les différentes parties du corps sur lesquelles tu les as disposées. Alors tu as raison, mais là du coup on n'est plus dans la fellation du tout. On est carrément dans les préliminaires et au-delà. Mais tu as tout à fait raison, et ça c'est extrêmement érotique, ça marche bien en plus. Tu peux parfaitement viser des zones comme les seins par exemple, les tétons, tu peux viser également la gorge, le cou, tu peux également viser le creux des bras, la naissance des poignets également, c'est aussi une zone qui est très érogène. L'arrière des genoux, mais là c'est plus difficile pour disposer de la nourriture à cet endroit-là. Les lèvres, les oreilles, les lobes, les pieds. Après, ça dépend vraiment de qui est ton partenaire et quelles sont ses zones sensibles. Très bien. Dans quelques instants, la suite sur Pink TV, mais avant... Avec une démonstration de la part de Gwenaël. Moi, je retiens juste un truc, c'est que la prochaine fois que j'invite Gwenaël à la maison, je mets un cadenas sur le frigo parce que je veux pas savoir ce qu'il fait avec mes danettes. Hein. C'est vrai. Isabelle, est-ce qu'il y a des exemples érotiques côté filles que tu pourrais nous faire découvrir? J'aimerais bien, non? Certainement. Oui. Est-ce que j'en ai envie? Je ne pense pas. Ah, dommage. Mais en revanche, moi, non, mais s'il faut quand même que je participe à ce débat, je m'y mets volontairement, je ne sais pas ce qui me prend. Non, moi, j'ai pour le coup beaucoup de mal à mélanger nourriture et sexe. Quand je mange, je mange, et quand voilà, ça me coupe tout. Je ne peux absolument pas mettre de la chantilly sur le corps d'une fille, ça ne m'acquitte jamais. Et des glaçons? Juste des glaçons? Là, j'ai envie de te dire pourquoi faire, mais voilà. Ah oui, aucune fille ne fonctionne. Il y a quand même des filles qui... il y en a sûrement, mais moi je mais chacun est particulier, Brahim. Voilà. Isabelle, elle n'aime pas ça, mais peut-être que par exemple, une autre personne va adorer ça, c'est pas un problème. Non, mais moi je suis assez d'accord avec Isabelle, en fait ça me dépasse un peu complètement, et c'est surtout que je trouve ça d'une complexité inouïe. Oui, puis en plus t'en fous plein tes draps, je sais pas, non ça doit Mais non, mais c'est-à-dire ça dépend comment tu fais, vraiment. C'est très bien du coup détaillé, mais en même temps je me dis, mais attends, mais le temps d'aller chercher dans le frigo, le machin... Non, mais tu prépares tout ça dans la chambre. Tu l'as préparé avant. Ouais, mais enfin, la préparation, moi, déjà, c'est un truc qui me... Tu prépares ton préservatif, ton gel, tout ça. Ouais, mon préservatif, il est dans ma poche, quoi. Tu vois, si je commence à foutre une bombe de chantilly et de la danette, une tablette de chocolat en permanence... Mais il faut inventer un peu, il faut emmener de la nouveauté, tout ça. Bon, dis tout de suite que je suis vieux jeu. Non, mais Nicolas... Attends, mais ça veut pas dire qu'on fait pas d'autres choses sans nourriture. Là, on parle juste de nourriture. Non, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, moi, ça me... Et puis peut-être que parfois tu arrivais de faire l'amour dans la cuisine, par exemple aussi, sur la machine à laver, position essorage. Enfin bon, ça ok, ça c'est le. Elle est dans la salle de bain, mais c'est pas grave, l'intention est là. Alors, Gwenaël, pour finir, et moi qui fais souvent le ramadan, comment je fais? Eh bien, tu jeûnes, comme tout le monde. Et tu bois jamais d'alcool aussi, j'imagine. Oui, tout à fait, jamais. Non, par contre, si j'ai 30 secondes, j'aimerais revenir sur un truc qu'a dit Gwenaël à la fin. Il a dit, comme Eric, si vous êtes en relation stable depuis X années, il n'y a pas de problème. Il faut encore répéter, et je répéterai encore, que la prévention contre la transmission du VIH et des IST n'est pas une affaire de fidélité supposée. Donc, y compris dans les couples qui sont ensemble depuis très longtemps, il faut se protéger. C'est pas parce que on est avec l'autre depuis longtemps, machin. Alors, voilà, je fais retomber un peu le truc, mais j'ai tilté, et voilà, je pense que c'est important. La fidélité n'est pas une arme de protection contre le VIH et la connaissance de l'autre non plus. Tu as déjà le thème de ta prochaine chronique, Gwenaël? La déprime. Merci, Gwenaël. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. J'espère qu'on ne va pas déprimer en écoutant notre ami Nicolas qui vient de s'exprimer. Alors Nicolas, ce soir, on parle... Si, on va déprimer. En fait, la prochaine chronique déprime, c'est la mienne. Parce que... On parle d'universalisme, une belle idée, mal défendue. C'est un bon résumé, tout ça. Oui, on peut présenter cela de la sorte. Enfin, ça dépend évidemment de ce qu'on appelle l'universalisme. En fait, depuis quelques années, les militantes et militants se reconnaissant dans le nouvel antiracisme présentent l'universalisme comme une sorte d'adversaire et la source même en fait du racisme structurel que connaît notre société. Alors,
Il est devenu, dans leur appareil idéologique, responsable de la plupart des maux, car si l'universalisme se conjugue avec un certain nombre de valeurs positives, il n'en demeure pas moins que son essence même le destine à être largement diffusée, y compris par le recours à la force, si nécessaire. Et c'est bien là, par le truchement d'un argument qui peut se défendre, après tout, que l'universalisme, d'un argument qui peut se défendre que l'universalisme est défini, sinon comme l'unique, au moins la principale raison qui a guidé une partie des conquêtes coloniales de la France. Et ce parallèle entre universalisme et colonialisme est le fondement de la vision produite par le nouvel antiracisme. Nicolas, tu parles de nouvel antiracisme. C'est quoi la différence par rapport à l'ancien ? C'est justement le rapport que l'un et l'autre entretiennent avec l'universalisme. L'ancien antiracisme, ou antiracisme républicain laïque, qui est hérité en fait de l'affaire Dreyfus, découle de l'idéologie des Lumières et postule que les droits de l'homme doivent être la base qui régit toutes les sociétés humaines. En vertu de ce fondement, tous les êtres humains doivent relever d'un traitement identique. Origine, religion sont des facteurs mineurs qui participent d'aussi loin que possible à la définition du sujet dans la société. Ça, c'est sur le papier, évidemment, parce qu'on sait très bien qu'en réalité, ça s'est rarement appliqué de façon aussi franche. Chez les nouveaux antiracistes, en revanche, la question de l'origine et de la religion, pour ne citer que ces facteurs, est prépondérante. Alors, dans les théories développées par ces personnes, il y a les Blancs, qui portent, alors je vais simplifier, mais il y a les Blancs qui portent la responsabilité de la colonisation et de l'esclavage, comme Éric et Garnier. Les autres, voilà. La réappropriation des termes discriminants comme noir, arabe, par exemple, est une réaction d'orgueil adressée aux dominants. C'est exactement le principe de la négritude qui a été aussi explicité. Car même plusieurs décennies après la fin de la colonisation, les nouveaux antiracistes considèrent, ce qui par ailleurs est loin d'être tout à fait faux, que les Blancs entretiennent encore une forme de domination. Alors, corollaire de cette approche, celles et ceux qui sont victimes de racisme ne peuvent pas être défendus par des dominants, donc l'émancipation ne peut venir que des dominés. La doctrine républicaine est alors massivement rejetée parce qu'elle est sous-tendue par l'universalisme oppresseur. Le nouvel antiracisme défend l'égalité des possibles en fait face à l'égalité tout court. Là où ce message doit être entendu, c'est que l'égalité tout court portée par l'universalisme républicain n'existe pas, je le disais un peu plus haut. En effet, combien de personnes vivant aujourd'hui dans des quartiers dits défavorisés se retrouvent mis au banc de la société du fait de leur naissance, de leur patronyme ou de leur religion. Continuer à dire que c'est à ces gens qu'ils ne doivent pas désespérer et qu'un jour l'ascenseur social viendrait les chercher eux aussi revient à faire croire à un aveugle qu'avec le temps tout va s'arranger. Alors in fine, l'aveugle s'habitue à son sort en maîtrisant son environnement, mais le fait qu'il finisse par vivre avec ne signifie pas qu'il est guéri. Loin de là, pendant des années, nous avons abandonné des millions de nos concitoyens et nous nous étonnons aujourd'hui qu'il n'ait plus confiance. Finalement, Nicolas, tu sembles plutôt préférer l'approche du nouvel antiracisme, l'approche non universaliste ? Eh bien non, malgré tous les bémols énoncés au-dessus, l'universalisme républicain, laïque, reste, selon moi, un idéal à atteindre. Il est en effet le seul qui envisage, même s'il ne l'applique pas, qui envisage aujourd'hui la cohabitation de diverses communautés ethniques ou religieuses, sans que sur le papier, l'une soit de plus grande importance que l'autre. Et décidément, ce soir, c'est difficile. Après la chronique. Après la chronique fellation. Oui. J'en ai plein la bouche là. Alors, la doctrine Bonne dégustation. Merci. La doctrine anti-universaliste portée par le nouvel antiracisme n'est pas née de nulle part. Sans le dire vraiment, elle reprend à son compte et défend des faits religieux et culturels agrégés dans un idéal du dominé, essentialisation rédhibitoire, puisque le discriminé non blanc est renvoyé à une histoire fantasmée dans laquelle un universalisme triomphant, je vais y arriver, décidément, c'est pas possible, triomphant et totalitaire, français en l'occurrence, aurait écrasé quelques îlots de liberté totale, oasis d'amitié et d'amour. Il se trouve aujourd'hui que les victimes du racisme en France sont d'abord les personnes issues du Maghreb et d'Afrique subsaharienne qui se voient brimées en raison d'une appartenance réelle ou supposée à l'islam. L'appareil idéologique porté par la 3e voire 4e génération des descendants d'immigrés dans le cadre de ce nouvel antiracisme est donc empreinte de cette discrimination structurelle. Et parce que le terreau n'est rien sans l'engrais, les débats successifs sur le port du voile ont fédéré les tenants de l'anti-universalisme comme moyen de lutter contre le racisme. Par effet domino, au-delà même de l'universalisme, c'est sa dimension laïque qui est aujourd'hui attaquée.
Mais ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas tant d'anti-universalisme que d'alter-universalisme. En effet, l'anti-universalisme supposerait que le modèle opposé, soit à l'universalisme, soit de nature différente. Or, il n'en est rien. Dès lors que le combat antiraciste s'arc-boute sur des problématiques religieuses, dès lors qu'il représente des préceptes comme émancipateurs, il devient le défenseur d'un autre universalisme, et c'est l'universalisme religieux. L'ensemble des religions, sans exception, portent une valeur universelle aux règles qu'elles ont établies. Non sans concertation d'ailleurs, puisque dans les faits, les religions du livre, au moins ces trois-là, s'inspirent chacune de la Bible et de ses éditions enrichies au cours des siècles. Au concours de celui qui a la plus grande, ces différentes philosophies ont montré à quel point elles pouvaient être destructrices. En lieu et place de la lutte salutaire entre un universalisme oppresseur et une idéologie libertaire, ce sont en fait plusieurs universalismes qui s'affrontent. Et le plus de l'actu ce soir. À celles et ceux des LGBT qui défendent aujourd'hui les doctrines religieuses qui seraient des îlets de liberté et de tolérance, je voudrais lire cet extrait du Lévitique dans l'Ancien Testament, fondement donc du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous les deux est une abomination, ils seront mis à mort, leur sang retombe sur eux. C'est d'ailleurs pour ça que Christine Boutin avait été condamnée et accessoirement plus tard relaxée, pas relaxée, mais en tout cas a vu sa peine annulée par la Cour de cassation. Alors on aurait beau m'expliquer que tout n'est qu'interprétation, il me semble pourtant que les choses sont dites ici assez clairement. L'universalisme qui prône l'égalité de toutes et tous au-delà des différences est sans doute imparfait. Il porte avec son histoire les crimes commis en son nom. Toutefois, lorsqu'on regarde les alternatives, il est encore le meilleur paravent dont on dispose. Alors, il ne protège que certaines et certains d'entre nous. Je propose plutôt de travailler alors à combler les manques pour qu'il nous protège toutes et tous. Si d'aventure celui-ci venait à céder, je n'ose imaginer ce qu'il adviendrait de nous. Très juste, merci. Nicolas, un tour de table. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir pour un petit commentaire? Eric Brulin. J'ai appris plein de choses déjà. Et ensuite, je pense que dans la communauté LGBT, il y a du racisme, il y a des choses qui parfois ne sont pas du racisme, mais qui s'y apparentent d'une manière ou d'une autre avec tous ces stéréotypes qu'on peut accoler à certaines personnes venant de certaines zones du globe ou ayant certaines pratiques religieuses, etc. Il y a les relations sont aussi chargées de ces espèces de fantasmes qui ne sont probablement pas neutres en regard de ces questions liées au racisme. C'est vrai, il y a beaucoup de racisme et de racistes parmi nous, chez les LGBT. On ne le dit jamais suffisamment, les gens de chez nous, ça mérite de le dire. Merci pour cette chronique qui était intéressante. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Et on finit cette émission avec Éric Garnier, qui va nous présenter 2 DVD. Le premier, Soudain, l'été dernier. Voilà, c'est le film tiré d'une pièce de Tennessee Williams. Tennessee Williams est un grand écrivain de romans et de théâtre pour Hollywood, un homosexuel flamboyant, pas très heureux d'ailleurs. Je propose de lire sa biographie chez Folio Gallimard, si on a envie de mieux connaître Tennessee Williams, ce fameux Tennessee dont on a tous quelque chose. Voilà la photo de cet homme quand il était encore jeune. Alors, on connaît de lui un tramway nommé Désir, avec... Alors, c'est un livre aussi qui est devenu une pièce, enfin un film avec Marlon Brando et son t-shirt mouillé. Et puis aussi La chatte sur un toit brûlant, avec le magnifique Paul Newman et déjà Elizabeth Taylor, qu'on retrouve donc dans Soudain l'été dernier, que Carlotta a remasterisé et rend... une version en noir et blanc absolument sublime. Alors, le personnage principal, Sébastien, un jeune homme, eh bien, on ne le voit jamais. Et pourtant, il est le centre du film. On apprend dès le début qu'en fait, il est mort lors d'un voyage, accompagné donc par sa cousine, qui est jouée par Elizabeth Taylor. Alors, pourquoi est-il mort? Comment? On sent très vite qu'il y a un mystère la cousine, elle est dans un internat, elle doit être lobotomisée justement parce que depuis la mort de son cousin, elle était là, elle ne va plus bien du tout,
en tout cas la mère de son cousin, Sébastien, donc Violette Venable, jouée par Katharine Hepburn, à tout prix essaye d'obtenir de la chirurgie que Elizabeth Taylor donc, soit lobotomisée. Qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle sait qui dérange tant la mère de Sébastien, donc sa propre tante. Alors la lobotomie, c'est quelque chose qui est très présent dans la vie de Tennessee Williams. Je crois que le grand drame de sa vie, c'est que sa sœur, Rose Williams, a été lobotomisée. C'est une pratique barbare qu'on utilisait, qui était assez balbutiement à l'époque. Et ensuite, on était un légume. Donc, la pièce, il y a un suspense, c'est-à-dire, est-ce que finalement, le chirurgien spécialiste de lobotomie, qui est engagé par la tante d'Elizabeth Taylor, va-t-il l'opérer ? On comprend très vite qu'elle est loin d'être folle, que si elle est un peu dérangée, c'est qu'elle a assisté à quelque chose qui l'a traumatisée. Alors quoi ? C'est tout l'enjeu de ce film. Qu'est-ce que la folie ? On va se rendre compte que la personne folle n'est peut-être pas celle que l'on nous présente. Donc c'est un film absolument très fort où rentre en jeu donc bien sûr le pouvoir de l'argent, car cette femme, Violette Venable, est très riche et elle joue de sa fortune pour essayer de faire construire une clinique psychiatrique, et elle essaye d'enrôler ce chirurgien en espérant qu'il la lobotomise et qu'on n'entende plus parler de ce qu'elle a à dire, et c'est assez terrifiant ce qu'elle a à dire. Donc c'est un film très lourd, très pesant. On pourra trouver que peut-être c'est un film qui est de 55. On pourra peut-être penser que tous les passages de sorte de psychanalyse sauvage sont peut-être un peu lourds, mais c'est quand même un film passionnant sur la folie, la psychanalyse, les traitements donc barbares de la médecine, sur l'homosexualité, la manipulation, les fantasmes sexuels, la notion de culpabilité. Tout ça joué merveilleusement par Elizabeth Taylor. Alors je crois que j'ai jamais vu une femme aussi belle au cinéma que Elizabeth Taylor dans une des scènes où elle est avec une robe noire absolument magnifique. Là vraiment Elizabeth Taylor est plus que sublime. C'est même presque impossible, et pourtant elle est extrêmement belle. Va-t-elle être lobotomisée ? Bien, vous le saurez. Bon, dit comme ça, c'est un peu réducteur. Il y a là donc Katharine Hepburn, impériale. Il paraît-il qu'elle n'a pas du tout aimé ce film. En tout cas, ça ne se voit pas. Et Montgomery Clift, donc un grand ami dans la vie d'Elizabeth Taylor, un homosexuel aussi, pas très heureux, et qui joue le rôle du chirurgien qui va essayer de mieux comprendre ce qu'il s'est passé et décider ou pas de faire l'opération. Voilà. Donc c'est un film très fort, un des piliers du XXe siècle, et Didier Rodbéteny en dit beaucoup de bien dans son dictionnaire. Je voudrais terminer par un téléfilm qui était passé à la télévision sur France 2 à 20h50, donc vraiment l'heure de grande écoute. Ça s'appelait Baiser caché. Ce sont deux garçons, Nathan et Louis, qui ont 16 ans, qui au collège vont commencer à tomber, à être sensibles l'un à l'autre. Ils vont même échanger un baiser, et puis une fille qui est là dans la boum va prendre cette photo, va la faire circuler sur les réseaux sociaux. C'est le drame parce que, évidemment, au moins l'un des deux ne peut pas supporter qu'on sache qu'il est homosexuel. Donc l'environnement parental va être important, et on découvre que Philippe Timsit est un père Patrick Timsit, pardon, est vraiment bouleversant, en père sur qui ça tombe, il est flic, il ne comprend pas bien ce qui se passe, mais il va découvrir ce que c'est que l'homophobie, et il va protéger son fils, ce film est vraiment un film qui fait du bien, qui ne cache rien des difficultés à découvrir son homosexualité à 16 ans, aux problèmes de certains adultes aussi à l'accepter. Et franchement, bravo France 2, et Outplay sort ce film. Si vous l'avez raté, Baiser caché, c'est très très bien. Merci d'avoir été efficace, Éric Garnier. Cette émission se termine. On vous retrouve sur les réseaux sociaux et pour nous réécouter un peu partout. Ce soir, nous allons manger chez Gwenaël. Son frigo est rempli. À très vite. Ah bon ? À bientôt. Il y a quoi au menu ?
Homo Micro.